Certains pensent alors qu'il aurait emporté avec lui une amulette protectrice issue du tombeau, le protégeant ainsi du destin fatal de ses compagnons. Parmi les histoires étranges entourant les malédictions modernes, le Club des 27 est sans doute l'une des plus intrigantes, car elle concerne spécifiquement des artistes talentueux ayant tous trouvé une fin tragique exactement au même âge, 27 ans. Cette étrange série commence à devenir célèbre au début des années 1970, lorsque 3 légendes du rock décèdent à seulement quelques mois d'intervalle. D'abord, c'est Jimi Hendrix, considéré comme l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, qui est retrouvé mort à Londres en septembre 1970, victime d'une overdose accidentelle de somnifères. Peu après, Janis Joplin, la voix emblématique de toute une génération, disparaît tragiquement elle aussi, d'une overdose d'héroïne dans un hôtel de Los Angeles. Quelques mois seulement après ces 2 drames, en juillet 1971, Jim Morrison, l'énigmatique chanteur des Doors, est retrouvé sans vie dans la baignoire de son appartement parisien. Officiellement, sa mort est attribuée à une crise cardiaque, mais les circonstances réelles restent floues, ce qui alimente la légende. Très vite, le fait que ces 3 artistes aient tous disparu exactement au même âge commence à intriguer les médias, qui parlent désormais d'une malédiction frappant les génies de la musique à 27 ans. Pendant plusieurs années, on n'entend plus parler de ce phénomène, jusqu'à ce que Kurt Cobain, icône du groupe Nirvana, se suicide brutalement en 1994 à Seattle, encore à 27 ans. Sa mort relance immédiatement le débat autour du Club des 27, confirmant, aux yeux du public, l'idée que quelque chose d'étrange entoure ce nombre fatidique. En 2011, la chanteuse britannique Amy Winehouse, dont la voix exceptionnelle et le talent étaient salués mondialement, disparaît elle aussi tragiquement à Londres, victime d'un excès d'alcool, à l'âge fatidique de 27 ans. Cette nouvelle tragédie ravive immédiatement la légende, rappelant à chacun que cette malédiction, qu'elle soit réelle ou non, semble frapper particulièrement des artistes brillants mais tourmentés, incapables de maîtriser les démons qui accompagnent souvent une célébrité précoce. Si certains attribuent ces disparitions répétées à la pression du succès ou au ravage des addictions, d'autres continuent de penser qu'une étrange malédiction plane effectivement sur ces artistes, comme si un pacte invisible liait leur génie créatif à un destin tragiquement court. Le diamant Hope est l'une des pierres précieuses les plus célèbres au monde, autant pour sa beauté saisissante que pour la sombre légende qui l'entoure depuis plusieurs siècles. Sa couleur bleu profond fascine autant qu'elle inquiète ceux qui connaissent son histoire. Tout commence au XVIIe siècle en Inde, où le diamant bleu ornait une statue dans un temple hindou consacré à la déesse St. Selon la légende, un voleur français nommé Jean-Baptiste Tavernier aurait subtilisé la pierre précieuse, déclenchant ainsi la colère d'une ancienne divinité. Peu après, Tavernier est retrouvé mort de froid dans une région isolée de Russie, après avoir été abandonné par son escorte, ce qui alimente déjà la légende d'une malédiction. Plus tard, le diamant rejoint la cour française, offert au roi Louis XIV. Il devient un joyau emblématique du trésor royal. Mais rapidement, la tragédie frappe ceux qui en sont propriétaires. Louis XVI et Marie-Antoinette, héritiers directs du diamant Hope, terminent tous deux leur vie sous la lame de la guillotine pendant la Révolution française. Après cette époque sanglante, la pierre précieuse disparaît mystérieusement pendant plusieurs années avant de réapparaître en Angleterre, acquise par la riche famille Hope au début du VIe siècle. À partir de ce moment, la malchance s'acharne à nouveau sur ses propriétaires. Faillite, maladie soudaine, suicide mystérieux se succèdent dans la famille Hope, donnant définitivement à la pierre sa sinistre réputation. En 1911, Evelyn Walsh Emselin, une riche héritière américaine, achète le diamant malgré les mises en garde de ses proches. Peu après, elle perd son jeune fils dans un accident tragique, son mari sombre dans l'alcoolisme avant de mourir dans un asile, et sa fille finit par se suicider. Evelyn elle-même finit seule, ruinée, et profondément malheureuse. L'histoire entourant la mort tragique de l'acteur James Dean en 1955 est bien connue, mais ce qui fascine davantage, c'est la sombre légende qui s'est formée autour de sa célèbre voiture, surnommée Little Bastard. Tout commence en septembre 1955, lorsque James Dean,
alors âgé de seulement 24 ans et devenu l'icône d'une génération entière grâce à des films comme « La fureur de vivre », achète une toute nouvelle Porsche 550 Speedway, qu'il décide de baptiser d'un nom provocateur, Little Bastard. Dès l'acquisition du véhicule, plusieurs proches de Dean ressentent un étrange malaise, l'incitant même à la prudence. L'acteur Alec Guinness, notamment, raconte avoir dit à Dean, après avoir vu la voiture, « Si tu conduis cette voiture, tu seras mort dans une semaine. » Une phrase sinistre, qui deviendra malheureusement prophétique. Effectivement, le 30 septembre 1955, seulement une semaine après cet avertissement, James Dean meurt brutalement dans un terrible accident de la route en Californie. Mais ce drame, déjà tragique, ne marque que le début d'une série d'événements étranges et inquiétants liés à sa Porsche maudite. Peu après l'accident, un mécanicien nommé George Barry achète l'épave du véhicule, dans l'espoir d'en récupérer quelques pièces détachées. Mais très vite, la voiture semble apporter la malchance partout où elle passe. Lors de son transport vers un garage, Little Bastard se détache mystérieusement de la remorque qui la transporte, blessant gravement un mécanicien. Plus tard, certaines pièces récupérées sur l'épave causent des accidents tragiques. 2 médecins amateurs de courses automobiles, 3 MC Henry et William Eschried, achètent respectivement le moteur et les pneus de la Porsche. Peu après, MC Henry se tue lors d'une course à Pomona, tandis qu'Eschried survit miraculeusement après que les pneus éclatent inexplicablement à grande vitesse. La série ne s'arrête pas là, un autre mécanicien se blesse grièvement lorsque la voiture tombe soudainement de son support, lui écrasant les jambes. À mesure que ces accidents s'accumulent, la légende noire grandit, tout le monde commence à parler d'une malédiction associée à Little Bastard. Même les sceptiques avouent être perturbés par tant de coïncidences tragiques autour d'une même voiture. En 1960, l'épave maudite disparaît mystérieusement lors d'un transport ferroviaire, sans que personne ne sache jamais ce qu'elle est devenue. Certains prétendent qu'elle fut détruite en secret, d'autres qu'elle est encore cachée quelque part, attendant son prochain propriétaire. Jusqu'à ce jour, personne n'a retrouvé la moindre trace de la Porsche 550 Speedway de James Dean. L'histoire tragique de la dynastie Romanov commence bien avant le célèbre massacre de 1918, dans une Russie encore puissante, dominée par des tsars régnant avec une autorité incontestable. Pourtant, derrière cette façade glorieuse, une étrange malédiction semble planer depuis longtemps sur cette famille impériale, marquée par la violence, la maladie et la mort tragique. Selon la légende, cette malédiction aurait débuté au XVIIe siècle, quand une mystérieuse prédiction aurait été prononcée contre la famille impériale, annonçant que leur règne prendrait fin dans la violence et la souffrance. Ce présage oublié revient à la mémoire collective au tournant du XX siècle, alors que Nicolas II devient tsar en 1894. Son règne sera effectivement marqué par une série de malheurs qui plongeront progressivement la Russie dans le chaos. La première grande tragédie familiale survient avec la naissance d'Alexis, l'héritier tant attendu, qui souffre d'hémophilie, une maladie alors incurable. Sa santé fragile pèse lourdement sur la famille impériale, qui se tourne désespérément vers le mystique Raspoutine pour tenter de sauver l'enfant. Mais cette décision entraînera de nombreux scandales à la cour et contribuera fortement à l'impopularité croissante de la famille impériale. La Première Guerre mondiale vient accélérer la chute des Romanov. Nicolas II, qui prend lui-même le commandement des troupes, accumule les échecs militaires, provoquant l'agitation sociale et l'amertume populaire. La révolution éclate en 1917, obligeant le tsar à abdiquer. Toute la famille impériale est alors arrêtée et assignée à résidence dans une maison isolée à Ekaterinbourg. C'est là-bas, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, que la malédiction semble atteindre son apogée. Toute la famille impériale, Nicolas II, son épouse Alexandra, leurs 5 enfants, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et le jeune Alexis, ainsi que leurs proches domestiques, sont sauvagement assassinés dans une cave par un peloton d'exécution bolchevique. Les corps sont dissimulés dans une forêt proche, enterrés secrètement, ce qui alimentera pendant longtemps les mystères autour du destin de la famille Romanov. Après cet événement dramatique, les rumeurs sur la malédiction impériale refont surface. Beaucoup voient dans cette fin brutale l'accomplissement d'une prophétie ancestrale. Vengeance peut être liée aux excès de pouvoir, aux injustices sociales,
ou encore à l'influence inquiétante de Raspoutine. Même après leur mort, le destin tragique des Romanov continue de fasciner et d'intriguer. Pendant des décennies, des spéculations circulent sur la survie supposée de la princesse Anastasia, nourrissant de nombreuses légendes urbaines, films, romans et théories du complot. Bien que l'ADN ait finalement confirmé que tous les membres de la famille impériale avaient bel et bien péri cette nuit-là, la légende persiste. Encore aujourd'hui, certains Russes considèrent que les tragédies du XX siècle, vécues par leur pays après la chute des Romanov, ne sont que la continuité d'une malédiction familiale devenue malédiction nationale. Qu'on y croit ou non, l'histoire des Romanov demeure l'une des plus troublantes illustrations du destin tragique qui peut s'abattre soudainement, même sur les familles les plus puissantes. Parmi toutes les histoires de malédiction qui hantent l'imaginaire collectif, celle de la famille Kennedy est peut-être la plus troublante, car elle concerne plusieurs générations d'une dynastie devenue un véritable mythe américain. Cette histoire tragique débute à la moitié du XX siècle, lorsque Joseph Kennedy, le patriarche charismatique et influent, rêve de faire de ses enfants des figures centrales du pouvoir américain. Pourtant, derrière cette ambition démesurée se dessine progressivement un destin sombre et inexorable. Le premier drame marquant survient en 1944. Joseph Kennedy Jr., fils aîné du clan Kennedy, est alors un jeune homme brillant, séduisant, et promis à un avenir politique extraordinaire. Son père envisage même sérieusement qu'il devienne président des États-Unis. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il pilote un avion au-dessus de la Manche lors d'une mission particulièrement risquée, son appareil explose mystérieusement en plein ciel. Joseph Jr. disparaît sur le coup, et c'est le début d'une longue liste de tragédies qui vont s'abattre sur les Kennedy. Quelques années plus tard, en 1948, Kathleen Kennedy, sœur adorée des frères Kennedy, meurt à son tour dans des circonstances dramatiques. Elle se trouve à bord d'un avion qui s'écrase brutalement dans le sud de la France, sans aucun survivant. La famille, déjà profondément marquée par la mort brutale de Joseph Jr., commence à ressentir que quelque chose d'inexplicable s'acharne sur elle. Mais ce sentiment reste encore discret, presque invisible, car personne ne veut vraiment croire à une malédiction, du moins pas encore. C'est au début des années 1960 que le destin de la famille Kennedy bascule définitivement dans le tragique. En 1963, John Fitzgerald Kennedy, devenu entre-temps président des États-Unis et l'un des hommes les plus célèbres au monde, est assassiné à Dallas, devant une foule horrifiée et sous les yeux de son épouse Jackie. Les images choquantes de ce drame font rapidement le tour du monde, plongeant non seulement l'Amérique, mais aussi la planète entière, dans la stupeur. Dès cet instant, l'idée d'une véritable malédiction Kennedy se répand partout, amplifiée par les médias qui se demandent pourquoi cette famille semble frappée si durement par le destin. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. En juin 1968, Robert Kennedy, frère cadet de JFK et lui-même favori pour remporter l'élection présidentielle américaine, est assassiné à son tour, cette fois-ci dans les cuisines d'un hôtel à Los Angeles. Cette mort brutale et inattendue renforce l'idée que le destin des Kennedy est marqué par un sort impitoyable. Les gens commencent à parler ouvertement d'une véritable fatalité familiale, comme si chaque membre du clan était condamné à une fin prématurée et violente. À peine quelques mois plus tard, en 1969, un autre drame assombrit encore davantage leur histoire. Edward Kennedy, dit Ted, le dernier des frères, survit miraculeusement à un terrible accident de voiture sur l'île de Chappaquiddick, mais sa passagère, Mary Jo Kopechne, perd la vie noyée. Ce scandale anéantit les ambitions présidentielles de Ted Kennedy, comme si une force invisible empêchait cette famille d'accéder définitivement à ses rêves politiques. Durant les années suivantes, la nouvelle génération des Kennedy, pourtant éloignée des jeux politiques dangereux de leurs aînés, n'échappe pas à cette fatalité. David Kennedy, fils de Robert, meurt tragiquement d'une overdose en 1984, incapable de supporter la pression écrasante de son nom. 13 ans plus tard, en 1997, son frère Michael Kennedy perd la vie dans un accident de ski, à seulement 39 ans. Cette série de tragédies perpétue l'idée que les Kennedy sont poursuivis par une force implacable qui refuse de les laisser en paix. Pourtant, l'espoir semblait avoir enfin retrouvé sa place dans la famille grâce à John Kennedy Jr., le fils adoré du président assassiné.
Jeune, beau, talentueux, il incarnait une sorte de renouveau prometteur pour les Kennedy, loin des drames qui avaient marqué sa famille. Mais en 1999, alors qu'il pilotait lui-même son avion privé au-dessus des eaux au large de Martha Vineyard, il disparaît tragiquement avec son épouse Caroline et sa belle-sœur Lorraine, dans un accident resté à ce jour mystérieux. L'avion sombre dans l'océan Atlantique, plongeant l'Amérique entière dans un nouveau choc émotionnel. Plus récemment encore, en 2020, Maeve Kennedy Msekin, petite nièce de JFK, perd la vie en mer avec son jeune fils après une simple balade en canoë qui tourne inexplicablement au cauchemar. Ce drame rappelle une fois de plus au monde entier que la malchance semble poursuivre implacablement la famille Kennedy, génération après génération. Face à ces tragédies, certains ont cherché des raisons rationnelles, pointant la pression immense vécue par ces personnalités exposées à la gloire, au pouvoir, au scandale, et à une vie constamment sous les projecteurs. Mais aucune explication rationnelle n'a jamais suffi à dissiper complètement le mystère entourant ces morts répétées et violentes. Aujourd'hui encore, des années après la mort du président Kennedy, beaucoup continuent à se demander si une sorte de fatalité mystérieuse ne pèserait pas sur cette famille emblématique, une dette à payer pour une gloire acquise trop vite, trop tôt, et peut-être à un prix trop élevé. L'histoire de la malédiction d'Ötzi débute le 19 septembre 1991, dans les Alpes, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Ce jour-là, Helmut et Erika Simon, un couple de randonneurs allemands, découvrent par hasard un corps congelé qui émerge des glaces, à plus de 3200 mètres d'altitude. Ils croient d'abord qu'il s'agit d'un alpiniste disparu récemment, mais rapidement, des experts arrivent sur place et réalisent que ce corps n'est pas récent, il a plus de 5300 ans. La découverte est exceptionnelle, car Ötzi, comme il sera baptisé en référence à la vallée de l'Ötztal, est l'homme le mieux conservé de cette époque jamais retrouvé. Mais ce que personne ne pouvait prévoir, c'est la série d'événements tragiques qui allait suivre la découverte. La première victime de cette supposée malédiction est justement Helmut Simon, celui qui avait fait la découverte initiale. Quelques années après avoir trouvé Ötzi, Simon retourne dans les Alpes pour une randonnée apparemment anodine. Étrangement, il disparaît soudainement et son corps est retrouvé plusieurs jours plus tard au fond d'une crevasse. Pourtant, Simon connaissait parfaitement cette région et les conditions météo étaient bonnes, ce qui commence déjà à alimenter les premières rumeurs d'une malédiction. Peu après, le docteur René N., médecin légiste ayant manipulé la momie pour les premières expertises scientifiques, meurt brutalement dans un accident de voiture inexplicable, alors qu'il se rendait à une conférence dédiée précisément à Ötzi. Puis vient le tour de Kurt Fritz, guide de haute montagne très expérimenté, qui avait accompagné l'équipe d'archéologues sur les lieux du drame. Il perd la vie dans une avalanche soudaine sur un itinéraire qu'il connaissait pourtant par cœur. La série noire ne s'arrête pas là. René Hölzl, journaliste autrichien ayant filmé l'extraction du corps d'Ötzi, est emporté par une maladie foudroyante quelques années après la découverte. Dieter Warneck, qui avait dirigé l'équipe de recherche du corps d'Helmut Simon disparu en montagne, succombe à une crise cardiaque fulgurante alors qu'il était encore jeune et en bonne santé apparente. Face à cette accumulation inquiétante, la presse européenne commence à parler ouvertement d'une malédiction d'Ötzi, comme si le guerrier des glaces, réveillé de son sommeil de plusieurs millénaires, cherchait à se venger de ceux qui avaient perturbé son repos éternel. Les habitants locaux commencent même à exprimer leur malaise. Certains affirment ressentir une énergie étrange près du lieu de la découverte. Quelques chercheurs préfèrent même abandonner l'étude de la momie, par superstition ou par précaution. Bien entendu, des scientifiques rationnels avancent que ces décès ne sont que d'étranges coïncidences dues au hasard ou aux risques naturels liés à la montagne. Pourtant, même aujourd'hui, l'histoire de la malédiction d'Ötzi demeure entourée d'une aura de mystère qui dissuade encore certains chercheurs ou alpinistes de trop s'approcher des lieux où repose cet ancien homme des glaces. Personne n'a jamais pu confirmer ou infirmer définitivement cette malédiction, mais beaucoup préfèrent désormais ne plus déranger le sommeil éternel de celui que l'on surnomme désormais Ötzi, le maudit. La malédiction du film Poltergeist est l'une des légendes urbaines les plus tenaces d'Hollywood, nourrie par une série de tragédies frappant plusieurs acteurs de cette célèbre saga d'horreur des années 1980.
Tout commence pendant le tournage du premier volet, réalisé par Tobe Hooper et produit par Steven Spielberg, sorti en 1982. Le film raconte l'histoire d'une famille américaine dont la maison, construite sur un ancien cimetière indien, est hantée par des forces surnaturelles. Très rapidement, l'ambiance sur le plateau devient étrange et oppressante, selon plusieurs témoignages de l'époque. Des techniciens rapportent des incidents inhabituels, lumière s'éteignant sans raison, objets déplacés mystérieusement, et surtout, l'utilisation controversée de véritables squelettes humains lors de certaines scènes, notamment celle de la piscine remplie d'eau boueuse. Beaucoup attribueront à cette pratique macabre l'origine de la supposée malédiction. Peu après la sortie du film, la première tragédie survient. Dominique Dunne, jeune actrice interprétant la sœur aînée de la famille Freeling dans le film, est assassinée brutalement par son petit ami à l'âge de 22 ans seulement. Ce drame émeut profondément le public et commence déjà à alimenter les premières rumeurs d'une malédiction. Quelques années plus tard, en 1985, lors du tournage du second opus, l'acteur Julian Beck, jouant le rôle effrayant du révérend Kane, décède d'un cancer foudroyant peu après avoir terminé ses scènes. Ensuite, Will Sampson, qui interprète un chaman amérindien tentant d'exorciser la maison hantée, meurt lui aussi peu de temps après la sortie du film, victime de complications après une opération cardiaque pourtant classique. Mais la tragédie la plus troublante reste la disparition de la petite Heather O'Rourke, interprète de la jeune Carol Anne, héroïne du film. Heather, devenue célèbre pour la scène culte où elle murmure « Ils sont ici », meurt tragiquement en février 1988, peu après le tournage du troisième épisode de Poltergeist. Victime d'une maladie intestinale rare mal diagnostiquée, elle disparaît à seulement 12 ans, laissant les équipes du film sous le choc et renforçant définitivement l'idée d'une malédiction implacable. Face à cette série dramatique de décès prématurés, la presse américaine s'empare de l'histoire, entretenant la rumeur d'une véritable malédiction liée au tournage. De nombreuses personnes ayant participé au film admettront plus tard s'être senties mal à l'aise, certaines affirmant même avoir été témoins de phénomènes étranges durant les tournages. La malédiction du président Tecumseh, parfois appelée malédiction présidentielle ou malédiction des 20 ans, est une légende américaine étrange, issue d'une prophétie ancienne attribuée à un chef amérindien nommé Tecumseh au début du VIe siècle. Selon l'histoire, en 1811, après la bataille sanglante de Tippecanoe, Tecumseh, chef de la tribu Shawnee, aurait lancé une malédiction sur les dirigeants américains. Il aurait prophétisé qu'à partir de ce moment, chaque président des États-Unis élu dans une année se terminant par 0 mourrait en cours de mandat. La malédiction semble se concrétiser dès 1840 avec William Henry Harrison, élu cette année-là. Harrison meurt de pneumonie exactement un mois après son entrée en fonction, devenant ainsi le premier président à mourir durant son mandat. Ce décès aurait pu être considéré comme une simple tragédie isolée, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 20 ans plus tard, en 1860, Abraham Lincoln est élu président. Durant son second mandat, en 1865, il est assassiné au théâtre Ford par John Wilkes Booth. À partir de là, les Américains commencent à remarquer cette étrange coïncidence, 2 présidents élus à 20 ans d'écart sont morts en fonction. En 1880, James A. Garfield devient président. Quelques mois après son entrée en fonction, Garfield est gravement blessé par balle par un assassin et succombe finalement à ses blessures. Puis, en 1900, c'est au tour de William McKinley, réélu cette année-là, d'être assassiné en 1901 par l'anarchiste Léon Czolgosz. Les Américains sont alors frappés par ces morts répétées, mais la malédiction se poursuit implacablement. En 1920, Warren G. Harding, élu président, meurt subitement en 1923 d'une crise cardiaque suspecte durant son mandat. Ensuite, Franklin D. Roosevelt, réélu en 1940 pour un 3e mandat, décède en avril 1945 d'une hémorragie cérébrale, toujours au pouvoir. L'étrange série continue avec l'élection de John F. Kennedy en 1960, qui, comme chacun le sait, est assassiné 3 ans plus tard, en 1963, à Dallas. À ce stade, beaucoup prennent très au sérieux l'idée que quelque chose de mystérieux plane sur les présidents élus tous les 20 ans. C'est finalement Ronald Reagan, élu en 1980, qui semble briser la malédiction. En mars 1981,
Reagan survit miraculeusement à une tentative d'assassinat à Washington. Certains diront alors que cette survie innatée marque la fin de la malédiction de Tecumseh. Qu'on y croit ou non, la malédiction du président Tecumseh reste une histoire troublante, une série impressionnante de coïncidences dramatiques qui a durablement marqué l'imaginaire américain. Aujourd'hui encore, certains se demandent si ce destin étrange n'est pas la preuve que, parfois, l'histoire peut être influencée par des forces que la raison peine à expliquer. L'histoire étrange du tableau « L'enfant qui pleure » débute dans les années 1980, en Angleterre, lorsqu'une série d'incendies inexpliqués frappe plusieurs maisons, sans lien apparent entre elles. Le seul détail troublant commun à toutes ces habitations incendiées, elles possédaient toute une copie du même tableau représentant un enfant en pleurs, peint par l'artiste italien Giovanni Bragolin. Ce tableau, à première vue innocent et populaire, devient rapidement synonyme de malchance. Des pompiers britanniques appelés sur les lieux des incendies constatent avec stupeur que dans chaque maison détruite, le tableau reste étonnamment intact, épargné par les flammes alors que tout autour n'est que ruine. L'information fait rapidement le tour des journaux britanniques, qui alimentent la rumeur d'une véritable malédiction liée à cette œuvre d'art. Très vite, des récits troublants apparaissent. Certains propriétaires des tableaux affirment avoir ressenti une atmosphère lourde et oppressante chez eux depuis qu'ils possédaient l'œuvre. D'autres rapportent avoir vu des ombres inexplicables ou entendu des pleurs d'enfants durant la nuit, alors même qu'ils n'avaient pas d'enfants à la maison. Face à ces témoignages inquiétants, les médias britanniques parlent de la malédiction de l'enfant qui pleure. Certains tabloïds conseillent même ouvertement aux gens de détruire les reproductions qu'ils possèdent, affirmant qu'elles pourraient attirer le malheur ou déclencher d'autres incendies. La rumeur grandit à tel point qu'en 1985, des centaines de propriétaires paniqués brûlent leurs exemplaires du tableau lors d'événements organisés publiquement, pour tenter de conjurer le mauvais sort. Même si les pompiers tentent de calmer les peurs en parlant de coïncidences ou de hasard liés aux matériaux utilisés pour fabriquer les tableaux, la légende urbaine persiste et s'étend rapidement au reste de l'Europe. Aujourd'hui encore, certains refusent catégoriquement d'avoir ce tableau chez eux, convaincus que quelque chose d'inexplicable entoure l'image mélancolique de ce mystérieux enfant. D'autres, au contraire, considèrent que l'histoire relève simplement de la superstition populaire, alimentée par les médias et la peur collective. L'histoire du manuscrit Voynich, souvent considéré comme le livre le plus mystérieux du monde, débute au début du XX siècle, lorsque Wilfrid Voynich, libraire et collectionneur polonais, acquiert cet étrange ouvrage auprès d'un monastère italien. Ce manuscrit, datant du XV siècle, intrigue immédiatement les spécialistes, car il est rédigé dans une langue inconnue, accompagné d'illustrations représentant des plantes étranges, des diagrammes astrologiques incompréhensibles et des créatures imaginaires. Rapidement, des cryptologues réputés se penchent sur ce texte obscur, mais personne ne réussit jamais à déchiffrer son contenu. Dès lors, une étrange légende commence à se former autour du livre. Toute personne tentant de percer son secret serait vouée à la malchance, voire à la folie. Effectivement, plusieurs chercheurs ayant consacré leur vie à l'étude du manuscrit ont connu un destin tragique. Certains sombrèrent lentement dans l'obsession, passant toute leur existence à tenter vainement de décrypter ce texte mystérieux, au point d'y perdre santé mentale et fortune. D'autres abandonnèrent leur quête après avoir vécu de profonds troubles psychologiques ou même des drames personnels soudains. Le cas le plus troublant est celui du professeur William Newbold, spécialiste américain qui, dans les années 1920, prétend avoir percé les secrets du manuscrit grâce à des méthodes très complexes. Cependant, peu après avoir rendu publiques ses conclusions, Newbold commence à sombrer dans la paranoïa et meurt prématurément, laissant derrière lui une réputation détruite et ses travaux discrédités par ses collègues. Plus récemment, des chercheurs continuent d'être obsédés par ce mystérieux texte, dépensant des années de leur vie sans jamais parvenir à une véritable solution. Plusieurs d'entre eux rapportent des troubles du sommeil, des cauchemars récurrents, voire des états de dépression profonde après s'être trop plongés dans l'étude du manuscrit. Le manuscrit Voynich reste indéchiffrable, exposé à l'université de Yale, fascine autant qu'il inquiète. Qu'il soit réellement porteur d'une malédiction ou non, son mystère reste intact, rappelant combien certaines énigmes anciennes peuvent parfois avoir un pouvoir inquiétant sur l'esprit humain,
poussant ceux qui osent les affronter à perdre pied dans leur quête obsessionnelle de réponses impossibles à trouver. L'histoire de la malédiction de Raspoutine remonte au début du XX siècle, au cœur même de l'Empire russe, à l'époque où la dynastie des Romanov domine encore un territoire immense, mais déjà fragilisé par de profondes tensions internes. Raspoutine, un mystérieux moine sibérien au regard magnétique et à l'influence troublante, devient progressivement l'un des personnages les plus puissants et les plus controversés à la cour du tsar Nicolas II. Originaire de Sibérie, Grigori Raspoutine arrive à Saint-Pétersbourg en 1905, précédé d'une réputation d'homme au pouvoir surnaturel, capable de guérir et de prédire l'avenir. Très vite, il se rapproche de la famille impériale en réussissant inexplicablement à soulager le tsarévitch Alexis, atteint d'hémophilie, une maladie jugée incurable à l'époque. Dès lors, l'impératrice Alexandra tombe sous l'emprise du mystérieux guérisseur, et bientôt toute la famille impériale le considère comme un conseiller précieux, voire indispensable. Mais la personnalité excentrique et controversée de Raspoutine lui attire rapidement de nombreux ennemis à la cour impériale. Sa proximité avec le tsar et son influence sur l'impératrice Alexandra provoquent jalousie, méfiance et hostilité parmi la noblesse russe. Beaucoup jugent son comportement scandaleux, dénonçant ses pratiques occultes, ses excès d'alcool et ses supposées orgies avec des femmes de la haute société pétersbourgeoise. Une coalition de nobles décide donc d'éliminer Raspoutine pour sauver, pense-t-il, l'honneur et l'avenir de la Russie. Ainsi, dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, un groupe dirigé par le prince Félix Yusupov met en place un complot pour tuer Raspoutine. Après avoir invité Raspoutine dans son palais, Yusupov lui sert du vin et des pâtisseries empoisonnées au cyanure. Mais curieusement, le poison semble sans effet sur Raspoutine, qui continue de parler et de boire tranquillement. Effrayés, les conspirateurs décident alors de tirer sur lui à bout portant. Pourtant, même après avoir reçu plusieurs balles, Raspoutine survit miraculeusement, tentant même de fuir le palais en rampant dans la neige. Devant cette résistance presque surnaturelle, ces assassins finissent par le jeter vivant dans les eaux glacées de la Neva, où il succombe finalement par noyade. Mais avant de mourir, Raspoutine aurait lancé une dernière prophétie sinistre à ses assassins et à la famille impériale russe. Si jamais il venait à mourir assassiné, la dynastie Romanov tomberait bientôt, entraînant la Russie entière dans le chaos et la guerre civile. Incroyablement, quelques mois seulement après l'assassinat de Raspoutine, en février 1917, éclate la révolution russe. Le tsar Nicolas II est contraint d'abdiquer, et l'empire russe s'effondre définitivement. À peine un an plus tard, en juillet 1918, Nicolas II, son épouse Alexandra et leurs 5 enfants sont brutalement assassinés par les révolutionnaires bolcheviks à Ekaterinbourg, confirmant ainsi tragiquement la prophétie attribuée à Raspoutine. Depuis ces événements dramatiques, l'idée que Raspoutine ait réellement lancé une malédiction sur la famille impériale russe persiste fortement dans l'imaginaire populaire. De nombreux historiens restent fascinés par la coïncidence extraordinaire entre l'assassinat du mystique sibérien et la chute brutale d'une dynastie vieille de 3 siècles. Bien qu'il existe évidemment des raisons historiques rationnelles à ces événements, la légende tenace d'une malédiction lancée par Raspoutine continue de hanter la Russie, comme si la mort violente de cet homme étrange et mystérieux avait réellement marqué le début du destin tragique des Romanov. Cette histoire commence en 1993, lorsque des archéologues russes découvrent une momie parfaitement conservée dans les montagnes glacées de l'Altaï, en Sibérie. Baptisée la princesse Ukok, cette femme, vieille de près de 2500 ans, appartient à une ancienne culture nomade. Son corps tatoué et ses vêtements d'une richesse exceptionnelle fascinent immédiatement les scientifiques, mais la découverte va rapidement provoquer une série d'événements troublants dans la région. Peu après la mise au jour de la princesse, une série de catastrophes naturelles frappe la région. Les habitants locaux, descendants directs des anciens peuples nomades de Sibérie, y voient immédiatement une conséquence directe du réveil de la princesse. Des tremblements de terre inexpliqués, des tempêtes inhabituelles et des maladies inexpliquées commencent à se multiplier. De nombreux locaux accusent les archéologues d'avoir troublé le repos éternel de cette femme sacrée, provoquant ainsi la colère des esprits protecteurs de la région. L'équipe archéologique elle-même n'est pas épargnée par la malchance,
certains membres du groupe tombent gravement malades, souffrent d'accidents étranges ou même de troubles psychologiques sérieux après avoir été en contact avec la momie. Rapidement, les scientifiques se divisent, certains veulent étudier la princesse en profondeur, tandis que d'autres pensent qu'il faut immédiatement la remettre en terre pour calmer les esprits en colère. Face à ces pressions, la momie est transférée vers un musée, provoquant l'indignation encore plus vive des habitants locaux. Selon eux, tant que la princesse ne serait pas revenue dans son lieu de repos initial, les malheurs continueraient à s'abattre sur la région. En 2003, un puissant séisme frappe l'Altaï, endommageant plusieurs villages, et beaucoup considèrent cet événement comme une nouvelle preuve de la malédiction déclenchée par l'extraction de la princesse. Sous la pression des communautés locales, en 2012, les autorités russes acceptent finalement de ramener la momie en Altaï, bien que celle-ci reste exposée dans un musée de la région. Encore aujourd'hui, la princesse Ukok reste un symbole puissant pour les peuples sibériens, rappelant à tous que certaines découvertes archéologiques peuvent parfois réveiller des croyances ancestrales profondément ancrées dans l'imaginaire collectif. Que cette malédiction soit réelle ou simplement le fruit de coïncidences tragiques, elle démontre à quel point le passé peut parfois influencer mystérieusement notre présent. La malédiction entourant la tombe de Timur, plus connue sous le nom de Tamerlan, est une histoire particulièrement troublante qui débute en juin 1941, à Samarcande, en Ouzbékistan. À cette époque, une équipe d'archéologues soviétiques décide d'ouvrir la sépulture du grand conquérant Tamerlan, redoutable guerrier mongol du Xe siècle, réputé autant pour sa cruauté que pour ses conquêtes impressionnantes. Selon la légende locale, la tombe du guerrier mongol comportait une inscription gravée dans la pierre, portant un avertissement terrifiant: celui qui dérangera mon repos libérera un envahisseur encore plus redoutable que moi. Malgré les mises en garde des habitants locaux, l'équipe d'archéologues soviétiques dirigée par Mikhail Gerasimov ouvre la sépulture le 20 juin 1941. À l'intérieur, ils découvrent effectivement le corps intact du célèbre conquérant, reposant sous une épaisse dalle de jade. Mais à peine 3 jours après l'ouverture de la tombe, un événement historique majeur bouleverse le monde entier. Le 22 juin 1941, Adolf Hitler lance l'opération Barbarossa, envahissant brutalement l'Union soviétique. Cette coïncidence effrayante alimente immédiatement les croyances populaires selon lesquelles l'ouverture de la tombe de Tamerlan aurait effectivement réveillé une malédiction capable de déclencher la guerre. Les archéologues eux-mêmes sont pris d'un profond malaise devant cette étrange concordance des faits. Plusieurs témoins présents lors de l'ouverture de la tombe admettent avoir ressenti une atmosphère oppressante, comme si une force mystérieuse et menaçante les observait. Même les dirigeants soviétiques, pourtant athées et rationnels, auraient éprouvé une certaine inquiétude face à cette coïncidence extraordinaire. Finalement, en novembre 1942, après plusieurs mois d'hésitation, les autorités soviétiques décident symboliquement de replacer les restes de Tamerlan dans son tombeau, organisant même une cérémonie pour honorer l'ancien guerrier, dans l'espoir de briser la supposée malédiction. Par une coïncidence encore plus troublante, c'est précisément après cette réinhumation que l'armée soviétique remporte la décisive bataille de Stalingrad, marquant un tournant décisif dans la guerre contre l'Allemagne nazie. Depuis cet épisode étrange, la malédiction de Tamerlan reste un mystère fascinant. Certains y voient simplement une coïncidence remarquable, d'autres restent persuadés que les anciennes prophéties sont parfois capables de transcender les siècles pour punir ceux qui osent troubler le repos éternel des guerriers du passé. Qu'elle soit vraie ou non, cette histoire demeure l'un des exemples les plus troublants d'une légende qui semble s'être concrétisée dans la réalité historique elle-même. La légende du trésor maudit d'Oak Island débute au XVIIIe siècle, sur une petite île mystérieuse située au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Depuis cette époque, Oak Island fascine les chasseurs de trésors du monde entier, persuadés qu'une fortune immense y serait enterrée, protégée par une malédiction qui ne laisserait jamais personne s'emparer de ses richesses. L'histoire commence véritablement en 1795, lorsque 3 jeunes garçons remarquent une étrange dépression dans le sol près d'un grand chêne. Intrigués, ils commencent à creuser, découvrant rapidement une sorte de puits aménagé artificiellement. À mesure qu'ils creusent plus profondément, ils trouvent des couches successives de bois et de pierre, donnant l'impression qu'un trésor ou quelque chose d'important pourrait être caché plus bas. Pourtant,
À chaque fois qu'il s'approche du but, la fosse se remplit mystérieusement d'eau, empêchant toute exploration plus profonde. Durant les décennies suivantes, plusieurs expéditions tentent désespérément de découvrir ce qui se cache réellement dans ce fameux puits au trésor. Beaucoup sont convaincus qu'il pourrait s'agir d'un trésor pirate légendaire, ou encore d'une cache contenant les manuscrits originaux de Shakespeare ou même du trésor perdu des Templiers. Mais chaque tentative pour atteindre le fond du puits se termine systématiquement par un échec tragique. En effet, la malédiction semble réelle. Au fil des ans, au moins 6 personnes trouvent la mort en tentant de creuser ou de plonger dans ce mystérieux puits, souvent victimes d'accidents inexpliqués, de chutes mortelles, ou noyées dans les eaux glacées qui envahissent subitement la cavité. Très vite, la légende raconte qu'il faudrait 7 morts pour que la malédiction soit levée, permettant enfin la découverte du trésor enfoui. Parmi les morts les plus tragiques figure celle d'un ouvrier tué par l'explosion inexpliquée d'une pompe en 1861, ou encore celle de Maynard Kaiser, un plongeur noyé en 1897 après avoir mystérieusement perdu connaissance sous l'eau, alors même qu'il était très expérimenté. Chaque nouvelle mort renforce davantage la conviction populaire que quelque chose d'extrêmement dangereux, peut-être surnaturel, protège ce trésor enfoui. Aujourd'hui encore, Oak Island fascine et attire des explorateurs, archéologues, historiens ou simples chasseurs de trésors, tous déterminés à enfin percer le mystère qui dure depuis plus de 2 siècles. Mais malgré toutes les techniques modernes, aucun trésor significatif n'a jamais été retrouvé à ce jour. Selon la légende locale, un vieux proverbe affirme que 7 devront mourir avant que le trésor ne soit révélé. À ce jour, le décompte macabre est toujours de 6 victimes, comme si la malédiction attendait encore une dernière vie avant de révéler enfin son secret. Le rocher d'Uluru, aussi connu sous le nom d'Ayer Rock, est une immense formation rocheuse située en plein cœur du désert australien. Ce site spectaculaire, sacré pour le peuple aborigène Anangu depuis des millénaires, attire chaque année des milliers de visiteurs venus admirer sa beauté naturelle. Pourtant, derrière cette apparence majestueuse se cache une étrange légende, une malédiction frappant quiconque ose ramener chez lui un morceau de cette roche sacrée. Tout commence il y a plusieurs décennies, lorsque le tourisme se développe fortement en Australie. Des visiteurs fascinés par ce lieu emblématique commencent, malgré les avertissements des guides locaux, à emporter discrètement chez eux de petits fragments d'Uluru en souvenir. Mais très rapidement, des événements étranges et inquiétants commencent à se produire chez ceux qui avaient osé prélever un morceau de la pierre. En effet, depuis les années 1970, les bureaux du parc national d'Uluru reçoivent régulièrement des centaines de lettres du monde entier, toutes racontant une même histoire. Après avoir ramené un bout de roche chez eux, ces touristes auraient été victimes de malheurs divers. Certains décrivent des problèmes de santé soudains et inexpliqués, d'autres parlent d'accidents de voiture, de faillites financières ou de tragédies familiales survenues peu après leur retour de voyage. Ces lettres contiennent très souvent les morceaux de roche volés, accompagnés d'excuses sincères, demandant aux autorités locales de replacer les pierres à leur emplacement d'origine afin de conjurer la malchance. Les visiteurs affirment que seul le retour des pierres sacrées à Uluru pourrait mettre fin à leur série de malheurs. Les gardiens du parc national confirment recevoir des milliers de ces « pierres maudites » chaque année, à tel point qu'ils doivent gérer un véritable centre de restitution des roches, afin de respecter les croyances locales. Le peuple Anangu explique que ces malheurs sont la conséquence directe d'avoir dérangé les esprits ancestraux présents dans la roche sacrée. Aujourd'hui, le rocher d'Uluru est fortement protégé, et des panneaux d'avertissement préviennent clairement les touristes de ne jamais emporter de pierres avec eux. Pourtant, chaque année, quelques personnes continuent à ignorer ces avertissements, attirées par l'envie d'emporter un souvenir unique, sans comprendre qu'elles risquent peut-être de ramener chez elles bien plus qu'un simple morceau de roche. Qu'on croit ou non en cette malédiction, l'histoire d'Uluru rappelle que certains lieux sacrés possèdent une aura mystérieuse capable d'influencer profondément ceux qui les approchent sans respect, et qu'il est parfois préférable de laisser ces lieux intacts, tels qu'ils sont depuis des milliers d'années. Cette étrange histoire de malédiction débute au début des années 2000, en Bulgarie, avec un numéro de téléphone à première vue banal, le 0888 888 1888. Rapidement pourtant,
ce numéro va acquérir une réputation sinistre, liée à une série de décès brutaux frappant ses propriétaires successifs. Le premier détenteur connu du numéro est Vladimir Grachnov, PDG d'une grande compagnie de télécommunications bulgare. Grachnov, pourtant en bonne santé, meurt subitement d'un cancer très agressif en 2001, peu après avoir commencé à utiliser ce numéro particulier. À ce moment, personne ne fait encore attention à cette coïncidence troublante. Quelque temps après, le numéro est attribué à Konstantin Dimitrov, un homme d'affaires bulgare très influent, connu pour ses activités dans des milieux douteux, notamment liés au crime organisé. Peu après avoir pris possession du numéro, Dimitrov est brutalement assassiné en pleine rue à Amsterdam, lors d'une sortie publique. Cette fois-ci, la presse locale commence à relever la coïncidence étrange entre ces deux décès tragiques liés au même numéro. Mais ce n'est pas fini. Le troisième détenteur, Konstantin Dichliev, également homme d'affaires controversé impliqué dans le trafic de drogue, obtient lui aussi ce numéro. Comme ses prédécesseurs, Dichliev meurt rapidement dans des circonstances violentes. Il est assassiné par balle devant un restaurant à Sofia, la capitale bulgare. Face à cette succession macabre, les médias bulgares parlent désormais ouvertement d'une véritable malédiction de ce numéro. Les habitants deviennent superstitieux au point que plus personne ne veut prendre possession de ce numéro téléphonique considéré comme maudit. Finalement, l'opérateur mobile concerné, inquiet de la réputation négative engendrée par cette histoire, décide en 2010 de suspendre définitivement ce numéro. Aujourd'hui encore, ce numéro reste inactif, considéré par certains comme trop dangereux à réattribuer. Que cette série de morts soit liée à la simple malchance ou à autre chose, cette malédiction téléphonique rappelle étrangement que même les objets ou les numéros les plus anodins peuvent parfois cacher un destin sombre, capable de semer la peur et la superstition dans la société moderne. La malédiction des Templiers est l'une des légendes les plus célèbres et les plus sombres du Moyen Âge, née dans les flammes qui emportèrent Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre du Temple, sur un bûcher dressé à Paris, en 1314. Tout commence réellement en 1307, lorsque Philippe IV, surnommé « le Bel », roi de France, endetté auprès des Templiers, décide soudainement de se débarrasser de cet ordre puissant et très riche. Il ordonne alors l'arrestation massive des chevaliers du Temple, les accusant injustement d'hérésie, de blasphème et de pratiques sataniques. Les Templiers, auparavant héros des croisades et gardiens des plus grands secrets religieux, sont torturés et exécutés sans merci par les hommes du roi. Après cette année de procès injustes et de supplices cruels, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, deux des derniers chefs survivants de l'ordre, sont finalement condamnés à mourir sur le buste de chair, devant Notre-Dame de Paris. Le 18 mars 1314, alors que les flammes commencent à dévorer son corps, Jacques de Molay lance publiquement une terrible malédiction à l'encontre du roi Philippe le Bel, de son conseiller Guillaume de Nogaret, et du pape Clément V, qui avaient tous trois participé activement à la destruction de l'ordre. Le grand maître leur promet qu'avant la fin de l'année, ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu pour répondre de leurs crimes. De façon étonnante, la malédiction semble se réaliser avec une rapidité inquiétante. À peine quelques semaines après l'exécution, le pape Clément V meurt subitement en avril 1314, terrassé par une étrange maladie. Quelques mois plus tard, en novembre de la même année, c'est au tour de Guillaume de Nogaret de succomber brutalement, lui aussi victime d'une mort suspecte. Enfin, le roi Philippe IV lui-même décède mystérieusement après une chute de cheval, dans des circonstances demeurées obscures, à la fin de l'année 1314. Ces trois morts rapprochées frappent profondément les esprits médiévaux, convaincus désormais que la malédiction lancée par Jacques de Molay s'était effectivement accomplie, punissant ceux qui avaient anéanti l'ordre du Temple. Dès lors, une légende noire entoure définitivement la fin tragique des Templiers, renforçant leur réputation mystérieuse et alimentant pour les siècles suivants les rumeurs sur les pouvoirs surnaturels des chevaliers du Temple. L'histoire inquiétante du tombeau de Casimir IV Jagiellon, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, débute réellement en 1973, dans la majestueuse cathédrale de Wawel, située à Cracovie. Cette année-là, une équipe de chercheurs polonais décide d'ouvrir la tombe royale pour étudier plus en détail les restes du souverain,
décédé 5 siècles plus tôt, en 1492. Dès l'ouverture de la tombe, les archéologues remarquent immédiatement que le cercueil en bois, vieux de près de 500 ans, est particulièrement bien conservé. Mais l'atmosphère dans la crypte devient rapidement inquiétante. Plusieurs personnes présentes rapportent avoir ressenti des symptômes étranges peu après avoir pénétré dans le tombeau, comme une sensation de vertige, des difficultés respiratoires, voire même une faiblesse soudaine inexpliquée. Quelques jours après l'ouverture, le professeur Bolesław Smik, un microbiologiste de renom impliqué directement dans l'étude des restes du roi, commence à se sentir malade. Son état de santé se dégrade subitement et, sans raison apparente, il meurt d'une mystérieuse infection pulmonaire. Peu de temps après, plusieurs autres membres de l'équipe de chercheurs commencent eux aussi à tomber gravement malades, atteints d'infections respiratoires ou d'affections cutanées sévères. En quelques semaines seulement, pas moins de 12 personnes ayant été en contact direct avec le tombeau royal meurent dans des circonstances inhabituelles, toutes liées à des infections fongiques rares, résistantes aux traitements médicaux classiques. Ces décès inexpliqués attirent rapidement l'attention des médias, qui commencent à parler d'une malédiction liée à la profanation de la tombe de Casimir IV Jagiellon. Face à l'inquiétude grandissante, les autorités polonaises décident de fermer immédiatement la tombe et de stopper définitivement les recherches sur le roi Jagiellon. Pourtant, des scientifiques tenteront de rationaliser cette série de décès, expliquant plus tard que le tombeau, hermétiquement fermé depuis 5 siècles, contenait probablement des moisissures toxiques capables de provoquer ces maladies rares et mortelles. Malgré ces explications rationnelles, l'histoire de la malédiction de Casimir IV demeure vivante dans l'imaginaire populaire en Pologne. Aujourd'hui encore, personne ne se risque à ouvrir à nouveau cette tombe royale, comme si chacun voulait éviter de réveiller à nouveau une ancienne colère, ou simplement, les dangers invisibles d'un passé demeuré trop longtemps enfermé dans l'ombre. La malédiction entourant le tournage du film culte L'Exorciste, sorti en 1973, est sans doute l'une des plus célèbres et des plus perturbantes d'Hollywood. Dès le début du tournage, l'ambiance est lourde et étrange, comme si l'équipe s'était aventurée sur un terrain dangereux, bien plus réel que celui de la simple fiction cinématographique. Les incidents commencent très tôt. Peu après le début des prises de vue, un incendie ravage subitement une partie du plateau de tournage, détruisant presque tous les décors du film, à l'exception étrange de la chambre de la jeune Regan, personnage principal possédé par le démon dans l'histoire. Cette exception alimente immédiatement l'idée que quelque chose de surnaturel entoure la production. Mais les événements tragiques ne s'arrêtent pas là. Jack McGowan, l'acteur qui joue l'un des rôles principaux, meurt soudainement d'une pneumonie foudroyante, juste après avoir terminé ses scènes. Peu après, Vasiliki Maliaro, une autre actrice du film, décède également brutalement avant la sortie officielle du film. Ces deux morts rapprochées sèment la panique parmi les acteurs et techniciens, convaincus qu'une malédiction plane désormais sur eux. La production connaît aussi d'autres incidents étranges. Un incendie inexpliqué détruit une grande partie du décor principal, obligeant l'équipe à interrompre temporairement le tournage. Des techniciens rapportent avoir entendu des voix étranges, inexpliquées, durant les prises de son, ce qui provoque un malaise général parmi l'équipe. Linda Blair, la jeune actrice incarnant la petite Regan possédée par un démon dans le film, se blesse grièvement au dos lors d'une scène devenue culte, où elle est projetée violemment contre son lit. L'accident est réel, causant chez elle des douleurs chroniques pendant des années après la sortie du film. Rapidement, la rumeur d'une véritable malédiction du film L'Exorciste se répand dans la presse, amplifiant encore davantage son succès auprès du public fasciné et terrifié à l'idée que le mal surnaturel montré à l'écran puisse être réellement à l'œuvre. Même après la fin du tournage, les incidents étranges se poursuivent. Plusieurs spectateurs affirment avoir ressenti des malaises violents pendant les projections, certains évanouissements nécessitant même une intervention médicale en pleine salle de cinéma. À sa sortie, le film provoque un véritable choc culturel, nourrissant la réputation inquiétante qui l'entoure. Tout commence le 4 novembre 1922, dans la vallée des Rois, à quelques kilomètres de Luxor, en Égypte. Ce jour-là, l'archéologue britannique Howard Carter, accompagné de ses ouvriers égyptiens,
découvre enfin ce qu'il cherchait désespérément depuis près de 6 ans, l'entrée d'un tombeau enfoui dans le sable. C'est un moment historique, après des siècles de pillage, Carter vient peut-être de découvrir la première tombe intacte d'un pharaon, celle de Toutankhamon, jeune roi égyptien mort mystérieusement à l'âge de seulement 19 ans. Le 26 novembre suivant, Carter ouvre lentement la première porte scellée. En entrant, il aperçoit des objets d'une richesse inouïe, figés depuis 3 millénaires. Il s'émerveille devant l'or qui recouvre chaque recoin de la chambre funéraire, les statues brillantes à la lueur des bougies, et le sarcophage immense qui renferme encore le corps du jeune pharaon. Pourtant, dès cette nuit-là, selon les journaux de l'époque, un événement étrange se produit, le canari domestique de Carter, présent sur le site et censé porter bonheur à l'expédition, est mystérieusement dévoré par un cobra, serpent symbolisant la protection royale des anciens pharaons. Les ouvriers locaux, terrifiés, y voient immédiatement un mauvais présage, un avertissement divin que personne n'aurait dû ignorer. Mais Howard Carter et son équipe n'y prêtent guère attention, trop fascinés par les trésors inestimables qu'ils viennent de découvrir. Peu de temps après, Lord Carnarvon, riche aristocrate anglais qui finance généreusement les fouilles, arrive en Égypte pour contempler la tombe récemment ouverte. Mais le séjour de Carnarvon tourne rapidement au cauchemar. Quelques mois seulement après la découverte, en avril 1923, il est piqué au visage par un moustique. Une blessure anodine, apparemment sans gravité. Pourtant, en quelques jours, son état s'aggrave subitement, l'infection se répand, une fièvre violente le terrasse, et il meurt brutalement dans un hôtel du Caire. À l'instant précis de sa mort, une panne d'électricité générale plonge la capitale égyptienne dans une obscurité inexplicable, semant la panique et confirmant, aux yeux de beaucoup, l'idée d'une malédiction en marche. Cette mort frappe les esprits, mais la tragédie ne fait que commencer. Quelques semaines après, George J. Gould, riche industriel américain venu spécialement visiter le tombeau, contracte une pneumonie foudroyante et meurt à son tour en Égypte. Peu après, c'est au tour d'Aubrey Herbert, demi-frère de Lord Carnarvon, de succomber à une maladie étrange, renforçant l'idée que quiconque approchait la tombe était frappé par une mort inexpliquée. La presse mondiale commence alors à parler ouvertement d'une malédiction du pharaon. Certains journaux rapportent même qu'une inscription terrifiante aurait été gravée sur le tombeau, « La mort touchera de ses ailes quiconque dérangera le repos du pharaon ». Même si cette phrase, aujourd'hui contestée par les historiens, semble avoir été inventée ou exagérée par les médias, elle devient immédiatement célèbre et nourrit l'imaginaire collectif autour de Toutankhamon. Pendant ce temps, la série des décès inquiétants continue. Arthur Maas, l'un des archéologues ayant participé directement à la fouille du tombeau, tombe gravement malade. Il meurt peu après, en proie à d'étranges convulsions accompagnées de délires fiévreux. Richard Beutel, secrétaire personnel d'Howard Carter est présent lors de la découverte, et retrouvé mort sans aucune explication logique dans son propre lit, à seulement 45 ans. Terriblement affecté par ce décès mystérieux, le père de Beutel se suicide peu après en sautant du haut d'un immeuble londonien, laissant derrière lui une lettre affirmant être poursuivi par la malédiction. Face à une telle accumulation de drames, la communauté scientifique commence à se diviser. Les sceptiques expliquent ces morts par de simples coïncidences ou des infections dues à des bactéries dangereuses piégées dans la tombe hermétiquement scellée durant des milliers d'années. Certains scientifiques évoquent même la présence possible de moisissures toxiques ou de spores mortelles libérées lors de l'ouverture du tombeau, ayant pu empoisonner lentement plusieurs membres de l'équipe. Mais ces explications rationnelles ne suffisent pas à calmer la peur qui commence à se propager. Howard Carter lui-même, devenu prudent face à la presse, se montre désormais distant et refuse de parler de malédiction, bien qu'il avoue avoir ressenti une sensation étrange en pénétrant pour la première fois dans le tombeau sacré. Le fait qu'il soit finalement l'un des seuls membres de l'expédition initiale à survivre longtemps sans subir directement la malédiction intrigue encore davantage l'opinion publique. Certains pensent alors qu'il aurait emporté avec lui une amulette protectrice issue du tombeau, le protégeant ainsi du destin fatal de ses compagnons. L'angoisse autour de la tombe de Toutankhamon demeure vivante pendant des décennies. Le public afflue pourtant toujours massivement pour admirer les trésors du jeune pharaon, malgré la réputation inquiétante de la momie royale. Plusieurs écrivains et cinéastes s'inspirent abondamment de cette histoire pour nourrir leurs récits d'épouvante,
transformant progressivement la malédiction de Toutankhamon en une légende mondiale incontournable. Aujourd'hui encore, presque un siècle après les événements, la vérité reste insaisissable. Certains pensent fermement qu'une force obscure aurait puni ceux qui ont troublé le sommeil éternel du jeune roi. D'autres continuent de soutenir qu'il ne s'agit là que d'une accumulation malheureuse de coïncidences tragiques amplifiées par la presse. Mais une chose demeure certaine, la fascination autour de cette malédiction reste intacte, et l'ombre mystérieuse du pharaon Toutankhamon semble planer encore, comme un avertissement silencieux à tous ceux qui voudraient à nouveau perturber le repos sacré des anciens rois d'Égypte. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.